Il est 12h30 à Tel Aviv, vous êtes sur I24, c'est le journal à la une de l'actualité. Ce lundi, deuxième jour de la visite d'État de François Hollande en Inde. Un accord politique vient d'être conclu, en cause l'achat des Rafales, mais les modalités financières restent encore à définir. Et puis cette nouvelle vidéo choc de l'État islamique, l'organisation djihadiste présente les 9 auteurs des attentats de Paris et parle de futures attaques. François Hollande déclare qu'aucune menace ne fera douter la France. La côte est des États-Unis se remet progressivement du passage de la tempête de neige, mais le bilan est lourd. À l'arrivée, au moins 25 morts et plusieurs grandes villes, dont New York, qui ont été paralysées. Enfin, l'Égypte marque aujourd'hui le 5e anniversaire de son printemps arabe ayant mis fin au régime d'Hosni Moubarak, mais aucun rassemblement n'est programmé aujourd'hui. Et en France, c'est la question du jour. Quel code du travail? Robert Badinter remet sa copie ce lundi à Manuel Valls. Il ne devrait pas toucher aux grands acquis comme le SMIC ou encore le CDI. La face est donc sauvée, mais le temps de travail, les 35 heures, devrait se voir modifié. Le mot d'ordre, la souplesse. Précision, Jonathan Serrero. Rendre la législation plus lisible et favoriser l'emploi, c'est l'objectif du futur Code du travail rédigé par la mission Badinter. Constituée au mois de novembre dernier par le Premier ministre Manuel Valls, cette mission des sages s'est attelée à dégager les principes juridiques les plus importants. L'instigateur de l'abolition de la peine de mort a ainsi proposé de faire passer le Code du travail de 8000 à 50 articles, articulés autour de 8 grands principes. Les droits fondamentaux, la formation et l'exécution, la rupture, la discipline, la durée de travail, la rémunération, les litiges du travail et la défense des intérêts du salarié. Dans son ouvrage Le travail et la loi, écrit en compagnie du professeur de droit Antoine Lyon-Cahen, Robert Badinter fait aussi mention des questions de harcèlement moral ou sexuel, du respect de la dignité des personnes ainsi que de l'égalité entre les hommes et les femmes. L'œuvre a inspiré les travaux de la mission. Le rapport destiné au Premier ministre doit servir de base à la future réforme du droit du travail présentée le 9 mars prochain par la ministre Myriam El Khomri. Le gouvernement compte donner en 2 ans une nouvelle architecture au Code du travail sur 3 étages. Les droits fondamentaux définis par la mission Badinter, le champ ouvert aux négociations de branches ou d'entreprises et le droit applicable en l'absence d'accord. Et on va plus loin avec vous, Myriam Danan. D'abord, un mot sur Robert Badinter, un choix éminemment politique. Sans aucun doute, Barbara, un choix éminemment politique que l'ancien garde des Sceaux, un choix politique pour François Hollande et Manuel Valls. Il en fallait un pour poser le socle de ce futur nouveau code du travail. Il faut contenir la critique, notamment face à l'ampleur de la réforme. Et alors du coup, François Hollande, il a choisi une icône, un totem. L'aura de l'ex-ministre de la Justice de Mitterrand, dit-il, le protégera peut-être de la foudre venue de gauche et du Parti socialiste en tête de liste. Alors à 11h, les conclusions ont été remises à Manuel Valls, qui de fait en avait déjà pris ses connaissances depuis samedi. Conclusion d'une mission sur les droits fondamentaux du futur code du travail. L'objectif, c'est bâtir les fondations. Alors Robert Badinter, il était très clair sur ses objectifs depuis le départ. En 1974, dit-il, le code du travail comptait 600 articles. 40 ans plus tard, il y en a 8000. Le code du travail, dit-il, c'est aujourd'hui une forêt obscure et hostile qui joue contre le recrutement des salariés. La réforme est bonne pour l'emploi, il faut les protéger et pour ce faire, assouplir davantage la loi actuelle. Alors, souplesse, justement, et cette question au centre des préoccupations, est-ce que ce rapport Badinter enterre les 35 heures? Alors, ce qui est certain, c'est que Robert Badinter lui-même ne les a peut-être pas respectées. Les journées de travail ont été extrêmement longues. C'est le va-tout de Manuel Valls et de François Hollande. Il en a bien conscience et c'est un petit peu la base des rapports qui continue avec ce dernier ouvrage. Alors, le 9 mars, la réforme sera présentée au Conseil des ministres. Les 2 mots d'ordre vont être respectés. Manuel Valls, dit-on, a pris dans l'intégralité les recommandations de Badinter. Souplesse, vous l'avez dit, et adaptation. Dans les faits, qu'est-ce que cela signifie? Alors, pas de remise en cause formelle des 35 heures, la façade est respectée. Et pourtant, dans le fond, c'est comme si elle n'existait plus. Pourquoi? Parce que la durée du temps de travail va être directement négociée entre l'employeur et le salarié. La seule condition, c'est que les heures supplémentaires devront être payées et que la majoration reste à discuter. Alors, cette façade est maintenue. Dans les faits, la condition du temps de travail et la durée du temps de travail négociée directement entre l'employé
et l'employeur. Ça faisait partie des recommandations numéro 1 de Macron en son temps également. La majoration des heures supplémentaires reste le problème numéro 1. L'autre question, c'est de qui a donc si peur François Hollande? Est-ce de Martine Aubry? Elle doit sans aucun doute se sentir flattée de voir qu'on n'enterre pas si facilement que ça les 35 heures. Merci pour ces précisions, Myriam. Et puis, sachez que le mouvement de contestation des exploitants agricoles continue de s'étendre en Bretagne ce matin. Après une pause ce week-end, eh bien, les agriculteurs ont repris leur manifestation. Les éleveurs tirent depuis des mois la sonnette d'alarme en raison des cours très bas, inférieurs aux coûts de production. Sachez également que demain, mardi, les perturbations devraient gagner la capitale avec un vaste mouvement de grève des fonctionnaires. Nombreux métiers devraient d'ailleurs se joindre à eux. On reste en France où 3 lycéennes sont poursuivies pour des maltraitances sur des personnes d'une maison de retraite. Des maltraitances qu'elles ont filmées lors d'un stage et diffusées sur Internet. Maëlle Benoliel. Tout commence la semaine dernière lorsque 3 élèves d'un lycée professionnel de Seine-et-Marne débutent leur stage pour devenir auxiliaires de vie dans cette maison de retraite. Dès leur premier jour, elles filment 3 résidents atteints d'Alzheimer de façon humiliante. Les 33 vidéos sont postées sur Internet. Des actes graves dénoncés ce dimanche par la secrétaire d'État aux personnes âgées, Laurence Rossignol. Il n'y a pas eu de fait de maltraitance physique, de souffrance infligée à ces personnes. Les faits que l'enquête a révélés pour le moment sont des faits de humiliation, violence verbale et atteinte à la dignité de ces personnes. Une enquête a été ouverte. Les 3 adolescentes ont été mises en examen alors qu'elles ont été dénoncées par des camarades de classe choqués de la violence des images. C'est un établissement qui a l'habitude d'accueillir des stagiaires, que toutes leurs tâches sont faites avec un encadrant. Elles ont une tutrice qui les suit et il y a par ailleurs dans les journées des interstices, qui peuvent être à la fois des temps de pause ou des moments entre 2 tâches. Une forme de maltraitance qui inquiète les familles des victimes. De son côté, la direction de l'établissement n'a pas souhaité réagir. Les familles des résidents concernés ont été prévenues dans les meilleurs délais par l'établissement. Et aujourd'hui, l'établissement est à la disposition des autres familles qui s'inquiètent pour leurs résidents. Et il y a un suivi psychologique qui a déjà été mis en place et se poursuivra à l'égard des personnes qui ont été l'objet de ces vidéos. Cette affaire relance le débat sur le manque de personnel d'encadrement dans les établissements qui accueillent des personnes âgées. Ce n'est pas la première fois que des pensionnaires d'une maison de retraite sont maltraités en France. En novembre dernier, une aide-soignante d'une maison de retraite de Loire-Atlantique a été condamnée à 1 an de prison avec sursis pour des maltraitances et des humiliations sur des résidents atteints là aussi d'Alzheimer. Un mot de politique à présent. Nicolas Sarkozy ne se présentera en 2017 que si c'est utile. Celui qui fait son grand retour en librairie aujourd'hui laisse donc planer le doute sur sa candidature à la présidentielle. Le match tant attendu Sarkozy-Hollande n'est donc pas une chose acquise. On voit ça avec vous, Léa Berdugo. Oui, alors le patron des Républicains a assorti son livre d'une interview dans le magazine 7 à 8 sur TF1. Alors il fait son mea culpa, l'ancien président de la République se dit plus que jamais prêt à écouter les Français et il déclare qu'il ne reviendra uniquement si c'est nécessaire. C'est une chanson qu'on connaît. Serait-il prêt à renoncer? On a du mal à y croire. Un nouveau j'ai changé. Alors, est-ce qu'on aura droit à la France a besoin de moi? Eh bien, rendez-vous dans quelques mois ou peut-être moins. Pour le moment, cela a tout l'air d'une stratégie de communication pour tenter de grimper dans les sondages face à un Alain Juppé qui caracole en tête. Alors, à la différence de François Hollande, eh bien, Nicolas Sarkozy devra affronter des primaires à droite. Lourde épreuve avant 2017. Alors voilà pour la droite. À gauche, même si l'organisation d'une primaire a été définitivement écartée par l'exécutif, on réalise qu'il est peut-être nécessaire pour François Hollande de regagner la confiance des Français. Oui, et pour cela, la maire de Paris appelle à un débat. Pour Anne Hidalgo, hors de question cependant d'organiser une primaire à gauche. Elle déclare, s'il se représente, François Hollande ne peut pas être soumis à des règles de primaire classique. Il faut conférer une nouvelle légitimité au président de la République. Elle s'explique ainsi. Je suis
suis pour qu'il y ait un débat parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont déçus de la promesse de 2012 et les résultats des dernières élections ont montré qu'il y avait un désamour, un désengagement. Alors tout le monde n'est pas d'accord avec la maire de Paris, d'autres appellent corps et âme à une primaire à gauche. Alors justement, un collectif citoyen a tout simplement pris les devants et a décidé d'organiser tout seul cette fameuse primaire à gauche. Oui, devant le refus de l'exécutif d'organiser cette primaire, eh bien 1000 militants de gauche souhaitent l'organiser eux-mêmes. Sur le site primairedegauche.fr, une cagnotte a été organisée par ce collectif anonyme. L'objectif, se donner les moyens matériels d'organiser eux-mêmes une consultation à gauche pour changer les règles du jeu. Un clip est présenté sur le site, on regarde un extrait. Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. C'est le monde de la finance. Alors au-delà des critiques de la classe politique en général, eh bien on ressent une certaine hostilité envers l'exécutif. On l'a vu dans ce clip. François Hollande a du travail pour reconquérir sa base militante. Son principal obstacle, le bilan de son premier mandat. Merci Léa. Et en attendant, François Hollande, toujours en Inde, une escapade sous le signe du Rafale pour le président. Et le succès semble à la clé. Le contrat a été signé il y a moins d'une heure. L'Inde vient donc d'acquérir 36 avions de chasse français. Gabriel Nola. Les modalités financières de l'accord devraient être réglées dans les jours prochains, a affirmé le président François Hollande. Une avancée majeure dans les négociations pour la vente des 36 Rafales qui achoppaient sur le prix et la volonté de l'Inde de voir la compagnie d'armement Dassault investir une part importante du contrat sur le sol indien. La vente avait d'abord été annoncée en 2012, puis avait finalement été suspendue malgré les différentes relances. Une visite marquée par la signature de nombreux accords commerciaux pour le président français. Accompagné d'une délégation de chefs d'entreprise, coopération économique dans le domaine des énergies renouvelables, le nucléaire et la recherche spatiale. Nous voulons donc participer pleinement avec vous à l'objectif que vous avez fixé de réduire l'intensité carbone de l'Inde et de produire davantage 40% de votre énergie sous forme de renouvelables. Et là encore, le solaire sera le domaine principal. M'accompagnent aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui travaillent dans ce secteur. Des enjeux économiques donc, mais également sécuritaires. La volonté de renforcer la coopération sur la lutte antiterroriste a été évoquée par les deux chefs d'État. Nous sommes des pays qui croient dans les valeurs humaines et nous devons donc, avec les autres pays du monde, travailler ensemble et collaborer pour combattre le terrorisme. L'Inde s'engage à lutter contre le terrorisme aux côtés de la France. Cette visite de 3 jours se conclura mardi avec la participation de François Hollande à la parade du Republic Day. Il avait été invité par le Premier ministre indien par solidarité à la suite des attentats du 13 novembre. Et le président est engagé dans une semaine folle. Il a revêtu pour l'occasion son costume de VRP de la France. L'économie et la diplomatie font donc bon ménage ces jours-ci. Vendre l'industrie française, c'est ça aussi le rôle du chef de l'État, Johanna Sytruc du service éco. D'abord, ce premier succès, le contrat sur les Rafales a été signé. Oui, c'est une nouvelle étape franchie donc, dans la vente des 36 Rafales français à l'Inde. Paris et New Delhi donc, ont conclu un accord intergouvernemental. Il reste encore du travail, notamment sur les aspects financiers qui n'ont pas encore été traités. Les deux pays doivent s'entendre sur le prix, sur le montant du contrat. Il devrait se situer entre 6 et 10 milliards d'euros. Et ensuite, il faudra donc conclure un accord, cette fois commercial, avec l'entreprise Dassault, donc l'avionneur français qui construit ces Rafales. D'autres investissements au programme pour cette visite indienne ? Alors François Hollande a annoncé plusieurs partenariats dans le domaine de l'énergie, du transport ou du développement durable. De façon générale, les deux pays veulent renforcer leurs liens économiques. Sur les 5 dernières années, les entreprises françaises ont investi en Inde plus d'1 milliard de dollars par an. Et bien, pour les 5 prochaines années, cette fois, l'objectif est de doubler ce chiffre, atteindre 10 milliards de dollars d'ici fin 2020. Résultat, New Delhi va pouvoir profiter de Paris pour accélérer
accélérer son développement, notamment sur le plan urbain, avec de nouvelles infrastructures, car d'ici 2022, la population indienne va dépasser la population chinoise. Mais la France a aussi ses intérêts. Elle va pouvoir profiter du dynamisme de l'économie indienne, puisque sa croissance est la plus élevée des pays émergents, 7,5% pour 2015. Écoutez. La France a confiance dans l'économie indienne. La France pense que c'est ici que s'inventent un certain nombre de nouvelles politiques. C'est ici que se conçoivent de nouvelles innovations, avec une population jeune, de mieux en mieux formée, et qui peut à la fois participer à la prospérité ici, mais aussi à la croissance en Europe et en France, si nous savons travailler ensemble. Voilà, et on l'a dit, François Hollande veut faire vendre du Made in France cette semaine. Ça va être le cas dès mercredi avec un autre marché qui s'ouvre aux entreprises françaises. C'est l'Iran et la visite du président iranien à Paris. Oui, effectivement, le 16 janvier dernier, donc, les sanctions internationales contre Téhéran ont été levées. Et ce jeudi, donc, vous l'avez dit, le président Hassan Rouhani sera en déplacement à Paris. Deux nouvelles qui font le bonheur des entreprises françaises qui s'attendent donc à signer de juteux contrats. Déjà dimanche, l'Iran a annoncé un accord pour l'achat de 114 Airbus, mais ce n'est pas tout. Des négociations seraient en cours, notamment avec la société PSA. L'avantage, c'est que l'Iran, c'est un pays fort de 80 millions d'habitants, avec une classe moyenne importante qui consomme beaucoup. Et c'est aussi un pays qui a d'énormes besoins dans tous les domaines, puisque pendant plusieurs années, eh bien, l'économie iranienne a été asphyxiée par les sanctions internationales. L'inconvénient, c'est que, évidemment, les entreprises françaises ne sont pas seules sur ce coup. Il y a énormément de concurrence. De nombreuses multinationales sont également intéressées par ce nouveau marché. Voilà, le monde entier dans les starting blocks, direction l'Iran. Merci John, il est 12h46, c'est le journal sur I24. L'essentiel avec vous, Elsa Mimoun. Bonjour à tous. À la une ce matin, à Calais, 8 personnes sont jugées ce lundi en comparution immédiate après leur intrusion dans un ferry. Face à cette situation, commerçants et professionnels entourés du maire de la ville ont organisé une manifestation. Nouvelle vidéo de propagande de l'État islamique. L'organisation djihadiste y présente les 9 auteurs des attentats de Paris et menace tous les pays membres de la coalition. François Hollande a réagi et déclare qu'aucune menace ne fera douter la France. L'incertitude demeure sur la date du début des négociations indirectes entre le régime syrien et l'opposition à Genève. Prévues ce lundi, elles seront probablement retardées de quelques jours sur fond de désaccords liés à la délégation de l'opposition. Merci Elsa Mimoun. Tout de suite, un coup d'œil à la météo de ce lundi. Et on continue de parler du temps de ce lundi, le calme après la tempête. C'est ce qu'espèrent les Américains ce matin. Les déblayeuses ont commencé leur travail sur toute la côte est. Mais le bilan de cette tempête est élevé, 28 morts. Les précisions de Gabriel Nolin. Après la tempête, le grand nettoyage. Mon plan est de nettoyer autant que je peux et aller voir si je dois travailler demain. Et si demain mon travail n'est pas fermé, alors il faudra qu'on sorte la voiture. Voilà notre objectif, donc on essaye d'au moins déblayer un chemin pour la voiture. Jonas ou Snowzilla est fini aux États-Unis et la côte est se lance dans une opération de déblayage massif. Un demi-mètre de neige est tombé pendant le week-end. La tâche est fastidieuse. Mais des habitants prennent les choses du bon côté. Aujourd'hui, les gens sont très amicaux entre eux. Je vois beaucoup de gens dans le quartier qui disent bonjour, bon courage, bon nettoyage. Hier, certains se lançaient même des boules de neige entre eux. En fait, je pense que ça a fait ressortir le meilleur côté de chacun. Avant de s'affairer au grand nettoyage et de retourner au travail, beaucoup ont voulu profiter de la neige. De nombreux bonhommes de neige peuplent les rues. New York est devenue une piste de luge géante. Et à Washington, une bataille de boules de neige sur le thème de Star Wars a rassemblé des centaines de personnes. C'est un combat épique.
On se bat très dur pour tenir la colline, mais je ne sais pas pendant combien de temps encore. Oh mon Dieu! Comme vous pouvez le voir, c'est brutal. Même les chiens du président Obama ont pu jouer dans la neige. Tout doucement, la côte Est sort de sa paralysie. La circulation de véhicules a de nouveau été autorisée à New York dimanche matin. Les aéroports de Washington sont eux restés fermés. Le grand ciel bleu prévu pour les prochains jours devrait faciliter le déblayage, mais aussi permettre aux amateurs de neige de profiter encore un peu. Voilà, la tempête est donc passée et la vie se réorganise. Le jour va se lever dans quelques minutes sur la côte Est. Et la question, on l'a entendu dans ce reportage, de la reprise du travail se pose ce lundi matin depuis New York. On vous retrouve, David Benaïm. Après un dimanche à déblayer, pelleter et sabler les rues, New York s'apprête à redémarrer à son rythme normal. Tout a été mis en place pour que la reprise se fasse de la manière la plus douce possible. Les écoles, les administrations, la bourse de Wall Street, tout sera ouvert ce matin. Certains métros aériens sont encore fermés, mais les transports en commun ont repris du service avec un peu de retard, mais sans interruption majeure. Il y a encore quelques difficultés à se déplacer en voiture dans les zones les plus reculées de la ville, comme à Staten Island ou dans le Bronx. Mais si les routes sont nettoyées, les véhicules qui étaient garés dans les rues pendant la tempête sont toujours ensevelis sous des montagnes de neige. Et les températures empêchent les habitants de les dégager. Il fait moins 9 degrés cette nuit. Et ce qui inquiète le plus les autorités pour la reprise sont les accidents de la route dus au gel. Juste pour la journée d'hier, la police de New York est intervenue sur 312 accidents. Il y avait quasiment personne sur les routes. Le plus grand challenge reste pour les piétons. Les trottoirs sont toujours remplis de poudreuse. Les grandes artères comme la 5e avenue n'autorisent pas la circulation des passants pour éviter des accidents dus aux chutes de glace des fenêtres des buildings. Une autre inconnue majeure, les supermarchés. Les rayons n'ont toujours pas été ravitaillés, mais le maire de la ville, Bill de Blasio, a assuré que cette situation devrait se résorber en fin de journée. Seul avantage de ces températures extrêmes, la neige devrait tenir un bon moment à Central Park. Et l'ambiance sur place y est incroyable. Ski de fond, dunes improvisées pour les surfeurs, pistes de luge et concours de bonhommes de neige. Pour beaucoup, c'est l'accès au sport d'hiver à quelques arrêts de métro. Ce lundi, en tout cas, devrait être un test grandeur nature pour mesurer la résilience des New-Yorkais. Voilà, sport d'hiver en plein Central Park. Et puis cette tempête, Jonas, est aussi devenue une star sur la toile. Des milliers de vidéos ont été postées en quelques heures depuis le début du blizzard. Sandy, vous les avez triées pour nous parce qu'il y en a énormément. Exactement. 4 jours de tempête, un vent à plus de 80 km/h, plus de 70 cm de neige. Ça donne envie de rester chez soi, bien au chaud, sous la couette. Et pourtant, ils sont nombreux à avoir bravé la tempête Jonas pour filmer la ville sous la neige et inonder le web de vidéos. On a évidemment voulu montrer notre petite sélection, à commencer par l'un des premiers timelapses filmés sur une terrasse en Virginie. Parmi nos préférés, Times Square sous la neige, on ne s'en lasse jamais. Voilà, pour Times Square. Et bien sûr, la Maison Blanche qui porte plus que jamais bien son nom. Et malgré le froid glacial, les animaux sont de sortie. C'est notamment le cas de ce panda du zoo de Washington, Tian Tian. Si vous n'avez pas vu cette vidéo sur le net ce week-end, voici une petite séance de rattrapage. Et puis forcément, certains font les malins et profitent de Snowzilla, comme ils l'ont surnommé, pour faire du surf en plein Manhattan. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be part of it. New York, New York. C'est génial, j'adore.
Le surf en plein Manhattan. Merci pour ces images. Autre chose à présent, cette inquiétude de santé publique. On parle du virus Zika. Alors après l'Amérique latine, il débarque en Europe. Les premiers cas ont été signalés. Betsabé. Oui, des milliers de cas avaient déjà été recensés en Amérique latine, notamment au Brésil, un pays qui est même en état d'urgence sanitaire depuis décembre dernier. La Colombie a répertorié plus de 10 000 cas. Depuis, le virus est apparu aux États-Unis. Il a débarqué dans les Antilles françaises, alors touché la Martinique avec 10 000 cas, avec 1000 cas suspects, tandis que les premiers cas sont apparus aussi à Saint-Martin, à la Guadeloupe et même sur le vieux continent. Des cas en Catalogne, en Espagne, donc en Grande-Bretagne, en Suisse aussi. Et à chaque fois, des gens qui ont été piqués par des moustiques tigres en Amérique latine lors de vacances. Alors c'est quoi les symptômes? À partir de quand faut-il s'inquiéter? Alors un peu comme la grippe, c'est des fièvres, maux de tête, courbatures, avec en bonus des éruptions cutanées, des symptômes bénins, il faut le dire, mais qui peuvent s'avérer dramatiques pour les femmes enceintes et leurs bébés. Des bébés qui ont été infectés dans le ventre de leur maman et qui naissent avec des boîtes crâniennes anormalement petites. Ça s'appelle la microcéphalie. Or, il n'existe pas de traitement curatif pour le Zika ni de vaccin contre cette maladie, seulement le traitement des symptômes. Alors résultat, en Amérique latine, les cas de microcéphalie ont explosé chez les bébés au point que d'une part Paris et Washington ont appelé les femmes enceintes à éviter les pays touchés. Vous voyez le tweet du gouvernement américain. Mesure plus radicale, des pays d'Amérique latine ont carrément demandé aux femmes de ne pas tomber enceintes. Les autorités du Salvador, de la Colombie, du Brésil, de l'Équateur et du Honduras ont en effet recommandé donc de ne pas tomber enceinte, des recommandations dénoncées par les militantes des droits des femmes qui soulignent que quand même dans ces régions, eh bien, on a souvent peu le choix de tomber enceinte, que l'accès à la contraception et à l'IVG sont souvent difficiles. Pour l'instant, le seul espoir vient des hôpitaux au Brésil qui ont commencé à utiliser un test qui serait capable de dépister le Zika en quelques minutes seulement. Voilà, alerte au virus Zika. Merci Betsabé. Il est bientôt 13h à Tel Aviv. Dans 5 minutes, on reviendra sur les grands titres de l'actualité. Et à la une, ce lundi, notamment l'état de santé de Shimon Peres qui reste inquiétant. L'ancien président a été hospitalisé d'urgence cette nuit. Deuxième hospitalisation en moins d'une semaine. On se retrouve dans 4 minutes. Restez avec nous, c'est le journal sur I24.